Alors comme je passe en dernier, enfin avant Jean-François, je vais me permettre de ne pas commencer par une belle introduction, grande problématique, 3 parties, mais je vais commencer par une histoire. Mais d'abord, juste pour vous expliquer pourquoi je travaille dessus. Bon, Hélène vous a expliqué que je travaillais donc notamment sur ces questions de christianisme en Chine et en Corée. J'ai actuellement un certain nombre de projets de recherche, mais j'en ai 2 qui recouvre ce qu'on voit aujourd'hui. Le premier, c'est un projet biographique du bonhomme que vous avez à gauche là, que j'écris en anglais et que je vais peut-être traduire en français après, et qui s'appelle en anglais The Holy Broker, donc le Saint Passeur. Voilà, donc c'est une biographie de André Kim Tae-gon, qui est le premier prêtre catholique coréen, sur lequel je vais pas mal parler aujourd'hui. Et mon deuxième projet, qui est à l'EFEO, donc l'École française Extrême-Orient, c'est un projet que j'ai intitulé « Les mobilités transgressives en Asie de l'Est, 15e, 19e siècle », c'est-à-dire toutes les mobilités illégales et toutes les mobilités qui ne sont pas tout à fait légales, enfin donc avec les 50 nuances de gris entre l'illégal et le légal. Puisque aujourd'hui, enfin dans ma présentation, je vais vous parler de... Non, on ne va pas être en contexte colonial, on a quitté un peu le contexte colonial, mais là on est totalement hors du contexte colonial, et donc tout est transgressif dans ce que je vais vous dire. Voilà. Donc sur ce, je vais pouvoir commencer ma petite histoire, et puisqu'on parlait de sources locales, eh bien on va commencer avec une histoire en source locale. Oui. Alors, c'est un mémoire, donc un rapport, fait par le gouverneur de la province du Jiangsu, Chen Jichang. Alors, le Jiangsu se trouve ici, sur la carte de la Chine, et le mémoire est adressé à l'empereur mandchou, Taoguang, puisque la dernière dynastie chinoise n'est pas chinoise, mais mandchou. Donc, mémoire du 15e jour du 5e mois de 1845, c'est-à-dire au mois de juin, milieu juin. Alors, ce mémoire, alors je ne sais pas si mon curseur, si vous voyez mon curseur, voilà, je vais pouvoir ouvrir la lecture en live donc du mémoire en chinois classique. Donc, le mémoire, enfin, je suis sur le début. Donc, le mémoire dit qu'au 4e mois, donc le mois précédent, un pêcheur du nom de Chen Tianying a sauvé un navire qui était en train de faire naufrage, et ce navire a été amené jusqu'à Shanghai. Donc, Shanghai donc, se trouve ici, donc on est tout au début de la période des concessions. Shanghai a été ouvert aux Anglais en 1842 et aux Français en 1844. Donc on est sur le Bund, il y a quelques... donc ça c'est la concession anglaise, et en gros c'est tout ce qu'il y a. Voilà. Et donc il a été amené jusqu'à Shanghai, et je vais reprendre mon petit curseur. Et à partir de là, donc, les autorités locales ont fait une enquête, comme ils doivent le faire, et cette enquête a montré que, eh bien, sur ce navire, il y a un Coréen qui s'appelle Jo Moon-won. Et ce Jo Moon-won, c'est ici, il excelle dans la langue chinoise. Et donc, c'est un navire chinois, il y a 12 personnes à bord, ils sont tous habillés de blanc. Les Coréens sont tous habillés en blanc à cette époque, c'est le vêtement national, tout le monde est habillé en blanc. Et donc ce barbare, parce que c'est comme ça qu'on appelle les étrangers, ce barbare donc, a fait du commerce à Macao pendant de nombreuses années. Et il a servi les Français, il a servi en tant qu'interprète aux Français. Voilà. Dans la 22e année de l'empereur Taoguang, donc en 1842, il a suivi un officier de marine français qui s'appelle Zhe Le, je traduis en français, contre-amiral Cécile, voilà, qui est venu à Shanghai. Donc après, donc, il y a toute une suite du mémoire, donc, qui raconte que après, donc, voilà, donc cette histoire. Donc, je voulais aller en Asie du Sud-Est pour continuer mon commerce, et je me suis retrouvé face à une tempête, donc on s'est retrouvé à Shanghai, blablabla. Donc, s'il vous plaît, ne nous renvoyez pas en Corée par le canal officiel, nous allons juste prendre notre temps pour réparer et repartir. Alors que dans ce contexte-là, en général, les naufragés doivent être renvoyés par le canal de Pékin officiellement. Il dit non, je veux pas, surtout, on va se débrouiller, vous en faites pas, on partira quand on pourra.
Et le gouverneur, ben, il a dû chercher un précédent. Il a dit, alors il trouve à la fin du texte, dans l'un des derniers paragraphes, par ici, là, il dit, oui, bon, j'ai trouvé un précédent d'il y a 20 ans de Japonais qui s'étaient scratchés sur nos côtes et bon, finalement, on les a laissés repartir quand ils... Donc ça va aller. Et donc les étrangers, les barbares coréens sont restés 3 mois sur place. Le gouverneur a envoyé 4 autres mémoires à l'empereur Tokugawa. Ça se passe bien, ils vont bientôt partir, blabla. Et voilà, donc ils sont partis donc au mois de fin août ou début septembre, je sais, peu importe. Fin de l'histoire. Alors ça pourrait être une simple histoire de naufrage, comme il y a tant, des centaines et des milliers sur les côtes chinoises par des Coréens, des Chinois, des Viettes, enfin tout ce que vous voulez. Voilà. Sauf que ce récit est totalement abracadabrant. Pour une raison qui est simple, c'est-à-dire qu'au XIXe siècle, les Coréens sont interdits de sortir de leur territoire. Et encore moins pour faire du commerce. Donc, un Coréen qui en plus interprète des Français, ça marche pas. Un Coréen qui prend son bateau, qui va faire du commerce en Est-Sud-Est, ça marche pas. Tout est faux. Mais en fait, tout est vrai dans cette histoire. Alors, en fait, il y a une toute autre histoire quand vous regardez un texte en latin qui raconte la même chose, enfin, ou tout le contraire, enfin, la même chose, enfin, bref, enfin, comme vous voulez. C'est une lettre, donc, d'un certain André ou Andreas Kimtegon, comme vous voulez, qui est adressée au procureur des missions étrangères de Paris à Macao, qui s'appelle donc Napoléon Libois. Donc, il écrit depuis Shanghai, il lui raconte toute son histoire. Alors, l'histoire, c'est qu'il est parti donc, en Corée de la Chine du Nord, il est parti en Corée début 1945, il est resté quelques mois à Séoul, et ensuite, il est descendu à, comment ça s'appelle, il a pris un bateau avec 11 personnes, sans leur dire où ils allaient, parce qu'il fallait mieux pas leur dire qu'ils allaient en Chine, puisque c'est interdit. Et donc, au lieu de mettre 5 jours pour arriver en Chine, comme personne ne sait manier un bateau, ils ont mis 1 mois pour faire donc une petite... Et donc, ils ont pris ce bateau-là, qui a été... Enfin, c'est une reconstitution. Là, vous avez... C'est moi en l'ombre. C'est sur une île, comment ça s'appelle, au sud de la Corée. Là, il y a un mémorial André Kim. Voilà, où j'ai l'occasion d'aller. L'objectif, en fait, c'était d'aller à Shanghai et de récupérer le vicaire apostolique de Corée, qui ne dit pas un seul mot de chinois, et donc qui est totalement dépendant de ces intermédiaires coréens, chinois, parce qu'il ne peut pas les pisser tout seul. C'est à ce point-là, hein, en Chine, il est resté plusieurs années en Chine, il ne dit pas un mot de chinois. Bon, bref. Et pendant les 3 mois à Shanghai, donc André Kim, qui est encore diacre en fait, est devenu prêtre dans cette église qui n'existe plus, mais qui a été reconstruite à l'identique en Corée. Il a ramené donc André Kim sur le petit bateau que je vous ai montré. Il a ramené donc Monseigneur Ferréol avec un autre missionnaire français qui sera martyr 20 ans plus tard. Il s'appelle Dave Lui. Et donc ils sont arrivés donc déguisés en coréens. Comme alors en vêtements de deuil parce qu'avec des grands chapeaux pour pas qu'on leur adresse la parole. Et donc ils sont arrivés en Corée comme ça. Et donc mon Kim est donc un passeur de missionnaires des missions étrangères de Paris, donc les MEP. Voilà. Alors toute cette histoire ne veut pas dire que la source latine est meilleure que la source chinoise. Les 2 sources se valent. Parce que en fait, la source latine ne dit pas « j'ai grugé les autorités mandchoues ». Voilà. Elle ne raconte pas l'histoire, mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, j'ai fait du business à Macao. En fait, le business, c'est des études de philosophie. Voilà. Voilà, donc la source latine ne dit pas les choses comme ça, mais la source chinoise permet de voir comment ce diacre a réussi à rouler dans la farine les autorités. Donc la source chinoise est aussi importante que la source latine. Voilà. Voilà, donc j'aime les sources locales. Alors peut-être avant d'aller plus loin pour vous resituer un peu le tableau sur une carte. Donc mon André Kim est un intermédiaire des missions étrangères de Paris. Et vous avez ici une carte qui date de 1890 qui représente toutes les missions des MEP.
Or, jusqu'aux années 1830, vous avez des missions MEP qui sont surtout dans le sud-ouest de la Chine, en Asie Sud-Est et jusqu'à donc le sud de l'Inde, Pondichéry. Voilà, on a beaucoup parlé aujourd'hui. Et il se trouve que les années 1830-1840, c'est un moment important dans l'histoire des missions. C'est un peu le début du grand siècle des missions, où Rome aussi fait le ménage dans les évêchés en Chine et puis donne un peu de tout aux MEP. Et il se trouve que dans les années 1830, les MEP reçoivent la Corée, reçoivent les îles Ryukyu, donc actuellement Okinawa, toute la Mandchourie, le Japon, qui n'est pas encore ouvert, le Tibet, tout le sud de la Chine, donc la région de Canton et tout autour, et puis même la Birmanie. Allez, c'est un prix de gros. Voilà, donc les MEP sont très largement implantés partout en Asie. Voilà. Dans les milieux du 19e siècle, ils sont les mieux implantés en Asie. Sauf que, si on prend la même carte, mais en regardant l'interdiction du catholicisme. Alors, je ne parle pas de période des persécutions, j'ai horreur de ce terme, qui veut dire un peu tout et n'importe quoi, puisque les missionnaires sont toujours persécutés par tout le monde, donc ça ne veut plus rien dire. Les missionnaires se disent on est persécutés par les autorités portugaises à Macao, alors ça ne veut plus rien dire. Donc moi, je parle d'interdiction ou de proscription. Et il se trouve que les années 1830-1840, c'est à peu près le seul moment dans toute l'histoire de l'Asie orientale où le christianisme est interdit partout. Voilà. Bon, c'est d'abord au Japon, aussi au Ryukyu, ensuite en Chine à partir du XVIIIe siècle, ensuite la Corée à partir de 1801, et puis le Vietnam à partir environ de 1830. Voilà. Oui, mais ils sont trop loin. C'est plus le monde sinisé, c'est plus la sinosphère, donc c'est moins central pour moi. Bref. Voilà, donc un contexte contraint, non colonial. Et c'est dans ce contexte-là que les réseaux catholiques asiatiques sont extrêmement importants et beaucoup plus importants que les missionnaires qui ne sont qu'une petite poignée à cette époque. Voilà. Et donc ces réseaux de catholiques asiatiques, ce que je veux montrer aujourd'hui, c'est qu'ils sont présents dans chaque pays asiatique et ils sont aussi présents, pour certains, à une échelle transnationale. Et que tout cela est possible grâce à des intermédiaires qui établissent des avant-postes et facilitent l'entrée clandestine des missionnaires. D'où donc ces intermédiaires asiatiques qui sont pour moi un aspect des nombreuses mobilités transgressives et circulations transnationales alternatives au-delà des questions religieuses. Il y a énormément de contrebande. Plus on contrôle les mobilités, plus il y a de contrebande. Voilà. Et il y a beaucoup de contrôle en Asie à cette époque. Voilà. Et donc on est justement, comme je disais, une période où les États contrôlent strictement les circulations ou les mobilités transnationales. Voilà. Et c'est pour ça que mon titre, c'est celui de passeur pour une religion de contrebande. Alors, le terme de religion de contrebande, c'est pas moi qui l'ai inventé. J'utilise un livre des années 70, un professeur, je ne sais pas s'il était Jésus, enfin, ou il était religieux à l'EPHE, Henri Desroches, qui avait écrit un livre qui s'appelle Les religions de contrebande. Et il se trouve que dans les correspondances des missionnaires des MEP, eux-mêmes se considèrent souvent comme de la marchandise de contrebande. Voilà, où ils disent, voilà, je fais ma contrebande. Avec un peu d'ironie, mais en même temps, c'est tellement vrai. Voilà. Ils font la contrebande et ils sont eux-mêmes de la contrebande. Voilà. Alors, juste peut-être un mot sur le contrôle des mobilités en Asie de l'Est, pour vous compreniez un peu le format. Il y a une politique qu'on appelle d'interdit maritime qui est valable en Chine, en Corée et au Japon, depuis plusieurs siècles, au moins depuis le XVIIe, au moins jusqu'au milieu du XIXe. En Corée, au Japon, c'est assez sévère. En Chine, c'est un peu plus laxiste parce que contrôler toute la façade maritime en Chine, c'est un peu compliqué. Mais il y a ces interdits de sortie du territoire par la voie maritime. Et il y a tout un arsenal juridique dans chaque État qui régule strictement le commerce dans les zones frontières un jour par an. Donc vous imaginez que les 364 jours, on fait de la contrebande à côté. Les traversées de frontières sont aussi, font l'objet de nombreuses lois.
Et la traversée des frontières, c'est surtout pour la sortie du territoire. Vous avez ici, par exemple, c'est le code chinois, qui est aussi le code coréen et le code vietnamien au XIXe siècle. Vous avez la deuxième loi la plus sévère du code, c'est la loi sur la trahison, qui est ici. Et le texte dit que la trahison, vous avez l'explication petit caractère, se dit, c'est se tourner tourner le dos à son pays et suivre un autre pays. Voilà. Donc, voilà. Enfin, ça peut être compris comme aller à l'étranger. Voilà. Donc, c'est les sorties de territoire, attention. Voilà. Voilà. Alors, si je reviens à mes intermédiaires, alors évidemment, souvent les missionnaires les considèrent comme des figures qui sont centrales, mais parce qu'elles ont été longtemps au centre des travaux historiographiques, mais ils sont totalement dépendants, évidemment, on l'a compris depuis ce matin, de leurs intermédiaires. Dans mes cas, ils sont assistés par un ou des serviteurs personnels, des prêtres locaux, des catéchistes d'autres convertis locaux, des procureurs des missions à Macao puis à Hong Kong dans les années 1940. Mais leur rôle, évidemment, comme d'habitude depuis ce matin, est souvent ignoré. Pour des raisons que vous connaissez tous depuis ce matin, leur statut et leur perception, puisque quand on n'est pas tout blanc, forcément, on est moins bien perçu. Et pour la question manque de sources, point d'interrogation. En fait, il y a beaucoup de sources. Alors, plutôt que l'histoire à part égale, moi, c'est l'histoire à part asymétrique. Donc, asymétrie et complémentarité des sources. C'est ce que je fais depuis dans mon tribunal du repentir, c'est exactement ça. Il y a des sources chrétiennes qui sont en langue européenne et en langue asiatique. Il y a des sources asiatiques qui sont aussi gouvernementales et non gouvernementales, qui sont anti-chrétiennes. Et puis, au milieu, vous avez des écrits missionnaires qui sont parfois des livres écrits en langue asiatique, des correspondances et des écrits de prêtres autochtones qui sont en langue asiatique, et des écrits de convertis locaux qui sont aussi parfois en langue asiatique. Donc, il y a tout un ensemble de sources qui ne sont pas seulement des sources européennes dans des langues européennes. Voilà. Même si parfois c'est les sources asiatiques, parfois on retrouve des sources asiatiques dans les fonds européens. Et parfois des sources qui ont été perdues. Donc c'est pour ça que il y a tout un entremêlement dans ces sources. Voilà. Ce matin, Hélène, tu mentionnais Alida Metcalfe pour ses Go-Betweens of the Colonization of Brazil. Alors moi j'ai aussi utilisé ce livre pour mes catégories d'intermédiaires, enfin j'ai réutilisé Metcalfe, même si quand on lit son livre on a l'impression que tout le monde est en fait intermédiaire il n'y a plus d'acteurs, il n'y a que des intermédiaires. Alors j'ai quand même utilisé sa catégorisation en l'adaptant à mon cas. Et ça donne encore trois, parce qu'il y a 3 grandes catégories d'intermédiaires chez Metcalfe, donc moi j'ai pris les 3, mais j'ai tout changé. Donc les intermédiaires physiques, qui sont les laïcs engagés, les catéchistes, etc., les vierges chrétiennes. Les intermédiaires itinérants, qui sont les guides, les serviteurs, les interprètes. Et puis ce qu'elle appelle, c'est un peu plus abstrait, mais les intermédiaires figuratifs, qui sont les prêtres autochtones et les procureurs des missions. Donc, ils sont à la fois des locaux, mais les procureurs ne sont pas locaux. Hein, c'est sont des Français. Alors, cela étant, ces catégories sont absolument poreuses. Et par exemple, mon André Kim est totalement poreux entre l'intermédiaire itinérant et l'intermédiaire figuratif. Voilà. Alors, je voulais aussi rajouter un autre terme à la place, en plus, ou pas forcément à la place d'intermédiaire, mais c'est un livre qui est sur ma reading list, enfin 2 livres qui sont sur ma reading list en ce moment. C'est le terme de fixeur. En fait, je suis tombé dessus avec la thèse de doctorat qui vient d'être publiée de Clément Fabre, qui s'appelle « À l'ombre de la race, Chine 19e siècle ». Enfin, il y a aussi un sous-titre qui est à la page intérieure, donc peu importe. Et lui, il dit « Moi, j'aime pas trop intermédiaire, je préfère utiliser fixeur et je me base sur Zenka Staoujak, donc il utilise ce terme de fixeur au Moyen-Âge. Alors, fixeur, vous savez, on l'utilise plutôt dans l'usage journalistique, pour ces recours en terrain hostile à des hommes à tout faire, interprètes, informateurs, guides, médiateurs, fournisseurs, chauffeurs. Alors, il n'y a pas de journalistes au Moyen-Âge, mais l'autrice, en l'occurrence, a utilisé ce terme pour les fixeurs du Moyen-Âge. Et Clément Fabre le réutilise, lui, dans son contexte, pour mentionner ces hommes qui ont recours à des expertises diverses qui sont utiles pour compenser l'absence de certaines dispositions indispensables pour naviguer dans un milieu donné hostile. Voilà. Donc, c'est un terme qu'on pourrait rajouter. Enfin,
En anglais, ça marche beaucoup moins bien, fixeur, mais en français, pourquoi? Bon, ça peut aussi ajouter. Alors, malgré tout, je vais utiliser intermédiaire dans le reste pour pas tout chambouler. Voilà. Et donc, je vais m'intéresser dans le maigre temps qui me reste aux intermédiaires et l'ouverture de nouvelles missions, la Corée, mais aussi les Ryukyu, parce que en fait, c'est le même vicariat apostolique dans les années 1830. Les Ryukyu étaient considérés comme une voie possible d'accès vers la Corée et vers le Japon. Donc, c'est pour ça que c'était mis ensemble. Et la Corée aussi est un pont entre la Chine et le Japon, donc voilà, c'est pour ça qu'ils sont ensemble. Alors, quelle est l'identité de ces intermédiaires? Ce sont des Chinois et des Coréens qui sont alors plus ou moins dignes de confiance. Voilà, c'est un des romans. Enfin, on voit souvent dans les textes des missionnaires, il y a toujours un problème. Bon, ils sont grippe-sous, ils prennent trop de sous. Enfin bon, c'est toujours le même problème. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir confiance? C'est pour ça que à cette époque, avec l'ouverture de nouvelles missions, ils utilisent non pas des simples chrétiens, ce qu'on appelle souvent les courriers dans les textes, mais des séminaristes ou des diacres et ou des serviteurs personnels. Parce que parfois le serviteur personnel est aussi séminariste ou diacre. Voilà. Et ce sont donc des voies locales qui ne sont ni des missionnaires européens, ni des simples laïcs autochtones. Donc c'est une voie assez intéressante parce qu'ils écrivent le plus souvent en latin, pas en français, souvent en latin, mais ce sont des autochtones. Voilà. Leur rôle, c'est d'être des guides et des passeurs, d'être des interprètes. Ils sont habituellement courants, ils ont un niveau courant en latin et parfois aussi en français, quand on les autorise à parler français. Par exemple, mon André Kim, au début, parlait tellement bien français qu'on lui a interdit de parler français. On lui a dit « tu brûles tous tes livres en français parce que tu sais trop de choses sur la France ». Voilà. Ça peut être dangereux parce que début de situation coloniale, enfin bon, c'est ça. Bon, il ne voulait pas qu'ils en sachent trop. Voilà. Et je pense que pour comprendre ces intermédiaires, il y a peut-être 3 mots-clés pour leurs activités. C'est adaptation, pragmatisme et dissimulation. Voilà. Alors, je vais surtout vous parler de Coréens, mais je vais d'abord commencer par 3 autres Chinois qui m'intéressent aussi beaucoup parce qu'ils sont liés. Ce sont 3 Chinois de la province du Sichuan. C'est un des bastions du catholicisme en Chine au XVIIIe, XIXe siècle, donc très éloigné des côtes. Mais ce sont à la fois des diacres, des séminaristes ou des serviteurs de missionnaires. Alors, il y en a un qui s'appelle Joseph Wang, qui va être utilisé pour aller en Corée, et 2 autres, Jean Fan et Augustin Kuo, qui vont être utilisés pour la Corée et les Ryukyu. Ils sont, comme point commun, d'être tous nés dans les années 1810. Ils ont fait des études en Malaisie au Collège général de Penang, parce qu'il semblait-il qu'ils n'étaient pas trop bêtes. Sinon, on les a mis au collège local du Sichuan. Ils sont tous actifs à partir du milieu des années 30 jusqu'aux années 1850. Et seulement l'un d'eux va devenir prêtre en 1852 parce qu'on les teste pour savoir s'ils sont vraiment dignes de confiance. Voilà. Donc si on regarde un peu comment ils bougent, alors certains partent du Sichuan vers la Corée, parfois certains partent de Macao jusque vers la Corée, donc ça fait des voyages, vous pensez à chaque fois c'est 1 mois, 2 mois de voyage, parce que c'est des voyages qui se font souvent à pied ou en charrette, donc ça va pas très vite. Parfois, alors, qu'est-ce que j'ai... Ah oui, pardon. De l'autre côté de la Corée, en fait, il n'y a pas de missionnaires, mais en fait, il y a déjà des chrétiens, en fait, depuis la fin du XVIIIe siècle. Donc, les chrétiens coréens eux-mêmes, sur lesquels les missionnaires n'ont aucun contrôle, eux-mêmes envoient des émissaires à Pékin dans le cadre des ambassades officielles, ou s'arrêtent à la frontière. Voilà. Et donc, il y a des échanges régulièrement à la frontière ou à Pékin entre ces intermédiaires chinois et coréens sur lesquels les missionnaires aimeraient avoir plus de contrôle, mais pas toujours. Certains aussi donc, vont vers les Ryukyu. Alors, les Ryukyu, les Ryukyu, donc c'est ici, mais la Chine a un comptoir des Ryukyu dans cette province du Fujian. Et donc, on a le Jean Fan essaie de passer au Ryukyu par ce comptoir en essayant d'amadouer les gens des Ryukyu. Bon, ça marche pas finalement. Et finalement, le dernier, Augustin Kuo, va finalement se rendre au Ryukyu. Il restait enfermé pendant, je sais plus, 1 ou 2 ans, avant de comprendre que de toute façon, il parlait pas japonais, il parle pas tôt des Ryukyu, donc ça sert à rien pour aller au Japon. Et donc finalement repartir en Chine. Voilà. Alors,
ce qui m'intéresse encore plus pour mon travail, notamment pour ma biographie, c'est 2 Coréens qui sont les 2 premiers prêtres, donc André Kim Tae-gon et Thomas Choi Yang-hop. Donc ils sont nés la même année, vous voyez. Et l'un, le premier, est archi connu. C'est la star intergalactique du catholicisme coréen. Si vous avez l'occasion d'aller au Vatican, eh bien prenez cette allée. Et vous allez voir, il y a 2 statues dans cette allée. Avant de rentrer voir dans les temps des papes, il y a 2 statues. Et ben, il y en a une, c'est André Kim Tae-gon. Et c'était inauguré il y a 2 ans. C'est la seule statue d'un Asiatique, si on enlève le christianisme antique, c'est la seule statue d'un Asiatique au Vatican. Enfin, les places sont chères, hein, mais très chères. Hein. Donc, il n'y a aucun Viet, aucun Jap, aucun Chinois, aucun Indien, mais il y a un Coréen. Voilà. Mon saint passeur. Voilà. Il fait partie des 103 martyrs de Corée et sur toutes les peintures, il est au milieu. Voilà. Vous avez les missionnaires français, dont Vicaire apostolique, sont à côté. Hein. C'est des peintures coréennes, hein, c'est le Coréen, il est au milieu. Voilà. Les femmes, les missionnaires sont à côté, mais lui, il est au milieu. C'est le saint des saints. Voilà. Un collègue coréen m'a dit un jour. Tu touches vraiment l'intouchable en faisant ces bien. C'est comme faire la biographie de Mahomet, vous voyez. Donc je peux la faire que parce que je suis pas coréen, sinon ça serait impossible en Corée. Personne n'y touche, voilà. C'est bon. Il a mal. Hein, pardon. Il y a des gros dossiers croustillants. Non, pas d'affaires pas d'affaires sexuelles, mais on peut pas toucher. Enfin bon, pour moi, c'est juste un passeur, quoi. Mais le fait est que c'est le premier prêtre et il est mort martyr. Donc, il coche toutes les cases. Donc, on a fait un tapis rouge, enfin bon, etc. Auréole, enfin c'est plus. Donc, il a droit à 27 pages sur 27 langues sur comment ça s'appelle sur Wikipédia, ce qui est pas mal. Alors, voilà, 27 langues. Alors que l'autre, lui, il en a que 3. Vous voyez, c'est le deuxième et il est mort dans son lit. Bon, dysenterie. Bon. Alors, les Coréens, aujourd'hui, en ont fait le Saint Paul de la Corée en disant il a beaucoup, pas comme il est mort dans son lit. En Corée, tout le monde doit être martyr, même quand on est apostat. Et donc, comme il a beaucoup voyagé, il est devenu, on l'a fait le Saint Paul de la Corée. Voilà, tout le monde est martyr en Corée. Voilà. Alors très rapidement, donc ils sont nés dans la même région à la même année. Ils sont tous les deux été envoyés à Macao pour faire leurs études, donc pour faire du business, comme disait le mémoire en chinois tout à l'heure. Ils sont devenus diacres en 1944 en Mandchourie. On est dans un contexte où le christianisme est interdit en Chine, hein, donc ils sont habillés en chinois. Hein, voilà. Le premier Kim est devenu prêtre à Shanghai en 1945, là, quand il est venu sous son pseudonyme de Jo Moon-won. Puis ensuite rentré en Corée. Il a été arrêté l'année suivante parce qu'il n'était pas très prudent et donc on a très vite compris que il y avait anguille sous roche. Même si c'est comme pour à Shanghai, il avait changé de nom. Enfin bref, il a dit je suis chinois, voilà, je viens faire du tourisme en Corée. Enfin bon bref. Et l'autre, Choi Yang-hop, qu'on considérait moins bon en fait, moins bon guide passeur. En fait, Kim est devenu d'abord prêtre parce qu'on avait besoin d'un bon guide passeur. Et donc, il est devenu prêtre à 24 ans, alors que normalement, c'est 25. Donc, il y a une dispense, hein, mais ils avaient besoin d'un guide passeur qui les emmène en Corée avec le statut de prêtre. Voilà. Donc, l'autre était moins doué, tellement pas doué que... Enfin, je vous redirai tout à l'heure pourquoi, un bon exemple. Et bon, finalement... Non, c'est pas c'est les typhoïdes, pardon, ils sont très bons. Bref, en tout cas, il est mort dans son lit. Bref. Alors... J'ai une carte des voyages d'André Kim, à Macao. Il est aussi aux Philippines. Il a aussi un sanctuaire aux Philippines. Je n'aurai pas le temps d'en parler, mais bon, il a voyagé à Shanghai, à Nankin. Il a assisté à Nankin à la signature du traité entre l'Angleterre et la Chine pour la fin de la guerre de l'opium. Hein. Et puis, il a séjourné pas mal en Asie, en Mandchourie, dans des bleds, aujourd'hui des bleds paumés. Et puis, il a beaucoup voyagé ici et là, pour trouver des nouveaux passages pour entrer en Corée. Alors, leur activité, c'est d'abord d'être interprète, donc vous avez compris, de chercher des nouveaux itinéraires pour entrer en Corée, et d'assister les missionnaires pour un peu tout. Et dans ce processus, ils ont aussi souvent, donc Kim et Choi, recours à leurs propres intermédiaires.
parce qu'il faut bien comprendre qu'ils sont partis de la Corée à l'âge de 15 ans, donc ils connaissent la langue coréenne, mais en même temps, si on les doivent retourner en Corée, ben ils connaissent rien. Et puis ils ont connu leur petit coin de Corée qui est dans le sud, et ça ne sert à rien pour faire le tour de la Corée par le nord, voilà, où on parle les patois différents, enfin ils connaissent rien. Et il y a pas du tout de chrétiens dans le nord de la Corée. Donc et il y en a très peu d'ailleurs aussi en Mandchourie. 5 minutes, ok. Ça va, il me reste 20 diapos, donc ça ira. Alors, très rapidement, en fait, donc, ils deviennent 2 interprètes pour les missionnaires, mais aussi pour les officiers de marine français. Donc, Kim devient l'interprète du contre-amiral Cécile au traité de Nankin. Thuel, l'autre, devient l'interprète d'un capitaine de vaisseau. Bref, et donc, il parle plusieurs langues, donc le coréen, le chinois, mais aussi le latin et le français. Voilà. Là, c'est le traité de Nankin en peinture, XXe siècle. Donc, leur travail aussi, donc essentiellement, c'est de chercher de nouveaux itinéraires pour entrer en Corée. Et il se trouve qu'à cette époque, il y a tout un mythe développé par les missionnaires catholiques sur une frontière infranchissable. Et je vais en fait vous montrer très rapidement à la diapositive suivante qu'il y a une frontière très particulière, mais il y a aussi une grande contrebande, notamment de ginseng. Et donc c'est dans ce contexte-là que mes 2 bonhommes sont des passeurs d'une religion de contrebande. Alors, cette frontière, alors vous avez une carte coréenne de cette frontière, où en fait vous avez seulement 2 corridors pour entrer en Corée à chaque extrémité. En fait, c'est les 2 zones de plaine, sinon il n'y a que des montagnes au milieu, donc c'est impossible de passer. Et vous avez ici ce qu'on appelle la palissade des Saules, c'est-à-dire une zone théoriquement de no man's land, interdite par les Mandchous, où personne ne peut habiter. Donc on a besoin d'intermédiaires pour passer toutes ces régions. Et à chaque fois que mes 2 bonhommes passent dans cette région, ils ont leur propre intermédiaire chinois. Et alors là, ça a sauté. Pourquoi ça a sauté? Là, c'était pas exactement l'image qu'il y avait sur mon PowerPoint initialement, mais l'idée, c'est de vous expliquer qu'il n'y a pas une frontière, mais une zone frontière avec parfois plusieurs dizaines de kilomètres entre la frontière du côté chinois et la frontière du côté coréen. Mais bon, de toute façon, comme j'ai pas le temps, c'est pas grave. Alors, mon Kim Tae-gon a lui mené 6 tentatives pour entrer en Corée, en passant par l'ouest, 4 fois par l'ouest, donc à l'ouest ici, où est-ce que j'ai? Ici, donc c'est la région de Pienmen en Chine et Phongran, et puis donc 4 tentatives entre oh, il y a un caractère chinois qui est resté là dans une présentation que j'avais fait en chinois autrefois, bon, peu importe. Donc parfois il passe la frontière, parfois il passe pas. La première fois d'ailleurs, il s'est fait choper à la frontière. Il est habillé en chinois avec la natte à la chinoise, mais il avait dû se redéguiser en coréen, mais il s'est fait avoir après être passé parce qu'il avait des chaussettes à la chinoise. Il est passé une fois à l'est, donc tout à l'est ici. Faut imaginer en plus qu'il faut largement 2 mois de voyage pendant l'hiver. Et finalement, il n'a pas réussi à passer la frontière parce que la frontière est ouverte une fois par an au moment où il y a du commerce. Et donc, il attendait les chrétiens de l'autre côté. Bon, ça ne s'est pas passé, bref. Et donc, il a fait une tentative par la mer Jaune qui, finalement, a réussi. Mais, comme je l'ai dit, là, à cette époque, en bateau, on met 4-5 jours pour passer la mer Jaune depuis Séoul jusqu'à Shanghai. Lui, à chaque fois, c'est 1 mois l'aller, 1 mois le retour. Voilà, pas très doué. Bref. Mon Kim Tae-gon aussi était un cartographe. Il a produit une carte de la Corée pour les missionnaires. Ça devient à cette époque la carte finalement la plus fiable qu'on a en Europe et en Asie sur la Corée. Elle est à la BNF. Et l'autre copain, Choi Yang-wop, lui, il a fait aussi plusieurs tentatives avec un prêtre français qui s'appelle le Père Mestre. La première tentative s'est faite par l'Est, ici. Et il était tellement mauvais, je vous l'ai dit tout à l'heure, tellement mauvais guide passeur que il s'est fait choper la première fois par les autorités et ils ont passé 2 jours en prison. Et les autorités avaient tellement peur parce que la France venait de signer un traité avec la Chine, ils avaient tellement peur que ça pose un problème pour la carrière qu'ils les ont dit bon, cassez-vous, vous repartez, ne revenez jamais. Mais bon, sinon ils risquaient d'y passer. Il y a eu 2 tentatives par la mer Jaune qui n'ont jamais réussi. Parce qu'ils sont venus sur un grand bateau, donc forcément ils sont tout de suite découverts. En plus un navire, une frégate française, donc forcément ça passe pas.
Et puis, il y a eu d'autres tentatives par la voie qui est ici par Tiananmen. Une première fois, donc, n'a pas marché. Et la dernière fois, tout seul, ça a marché. Et donc, il a passé cette porte qui était réputée dans les écrits missionnaires comme étant la plus dure à passer, la plus dangereuse, avec des gardes-frontières armés jusqu'aux dents pour ne pas les laisser passer. Bref, mon Kim Tae-gon y est passé plusieurs fois. La première fois en disant ah, mais je suis avec les gens devant. Ah, ok, donc vous pouvez y aller. Et lui, en fait, en 49, il a réussi à passer tout simplement parce que c'était un jour de tempête et les gardes-frontières ne voulaient pas se mouiller. Ils étaient partis se cacher. Et donc, il est parti. Il a passé la frontière tranquille. Donc, voilà. Bref. Donc, j'arrive à ma conclusion. Donc, j'ai voulu essayer de vous montrer qu'on avait ici donc, des vies ou des biographies un peu mythifiées, surtout de mon Kim Tae-gon, mais parfois pour d'autres aussi, que mes intermédiaires n'étaient ni des simples prêtres, comme on les présente souvent, mais ni des martyrs ordinaires, qu'ils ont eu une trajectoire de vie assez extraordinaire, en particulier pour des Coréens du XIXe siècle, de par leur mobilité transnationale, dans le contexte de l'Asie de l'époque, qu'ils étaient des guides pionniers, mais au prix d'activités considérées comme illégales aux yeux des gouvernements, et qu'ils permettent finalement d'écrire une histoire du catholicisme en Asie de l'Est qui dépasse les frontières transnationales et qui dépasse le cadre missionnaire, puisque vous voyez, les missionnaires finalement ce sont c'est des auxiliaires finalement. Voilà. Donc c'est finalement aussi une histoire des mobilités des missions de Paris, dont les missionnaires ne sont pas les figures centrales. Et finalement, donc c'est une histoire où j'essaie de mettre en valeur les assistants, les collaborateurs des missionnaires. Et j'en viens à me demander qui est l'assistant de qui. Voilà. Et sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup, Pierre-Emmanuel. Et puis, on voit bien aussi les assistants des assistants, jusqu'à quel point la chaîne peut aller. Alors, ce que je propose, c'est de grouper à la fois les questions pour Pierre-Emmanuel. S'il y a des remarques aussi plus générales à faire, voilà, qu'on ne déborde pas trop quand même du cadre chronologique. Claire... Et qu'on puisse prendre le train. Oui, aussi, oui, il y a un train. Claire, j'ai vu Juliette, et puis après, Jean-François, ouais, tu pourras, comme ça aussi, si tu as une remarque conclusive à faire, c'est l'occasion. Oui, c'est trois petites questions en une. C'était super intéressant, la présentation. Je voulais d'abord savoir si tu connaissais le livre de George Newton sur Philippe Edmond. Oui, of course. Oui, of course, oui. Qui a été empêché par les maîtres parce qu'ils ne voulaient pas, parce qu'ils soutenaient les jésuites et ils voulaient que les jésuites puissent rester au Vietnam. Et là, c'est un parcours qui semble justement, c'est pas un passeur, il est envoyé par sa communauté. Donc là, c'est un parcours quand même tout à fait différent et qui rencontre plein d'obstacles de la part des maîtres, justement, qui ne veulent pas le voir arriver jusqu'à Rome. Oui, non, je connais bien le bouquin, oui. Je l'ai en PDF. Voilà. Et là, on a du coup, ils sont à plusieurs, et ils bougent tout seuls, financés par leur communauté, parce que là, ils sont financés, en fait, ils font plein de voyages, c'est financé par les maîtres qui leur donnent l'argent. Donc là, c'est un parcours quand même très différent des Vietnamiens, avec une unité incroyable, malgré l'opposition des maîtres permanente à Macao et partout. C'était juste... J'avais deux remarques, deux questions sur, donc, c'est-à-dire qui finance, par exemple, là, par exemple, la statue à Saint-Pierre, qui a financé, c'est l'église de Corée, et comment ça se fait qu'ils ont réussi à mettre leur statue là, et ça c'était un détail, et finalement tu dis, ils sont juste des passeurs et biographies mythifiées. C'est-à-dire qu'évidemment, on imagine que pour les Coréens, ils ne disent pas que c'est mythifié. Pour eux, c'est le Saint des Saints, Et du coup, toi, tu les mets plutôt comme des passeurs, mais tout en disant à la fin que c'est finalement pas eux les intermédiaires, c'est les autres. Donc, qui sont-ils? Juste des passeurs ou, mythifiés ou pas, et des acteurs majeurs de l'Église alors, pour qui finance ça, en fait, mon André Kim a des statues partout en Corée. Il fait de la concurrence à Jésus, Marie, les autres. Il en a partout. Et au Vatican, en fait, il a réussi à en avoir une. Alors, je suis sûr à 200%.
c'est en fait parce que il y a eu un nouveau cardinal coréen en 2022 qui est le cardinal de la région d'où est originaire André Kim. Et l'un des premiers trucs qu'il a dit, il a dû dire, je veux une statue de mon bonhomme, parce que c'était en 2021, il y a eu le bicentenaire de sa naissance. Et donc il a dû, comme font toujours les Coréens, de toute façon les Coréens ils vont jusqu'au bout. Donc il a dû emmerder tout le monde au Vatican pour qu'il y ait une statue de Kim Tae-gon. Voilà. Et l'Église de Corée a dû payer. Mais l'Église de Corée ne paye pas toujours pour les statues. Par exemple, la première grande statue, il y a le mouvement dans les années 1970 en Corée, il y a eu l'équivalent de ce qu'on a eu à la Troisième République en France, toutes ces statues en bon machin. Toutes ces statues en fait étaient mises en avant dans un processus d'héroïsation des grands personnages, grandes figures du passé. Et la première grande statue de mon André Kim était payée par le gouvernement, à l'endroit même où il y avait les grandes persécutions du 19e siècle. Donc parfois c'est parfois le gouvernement qui paye. Voilà. Mais souvent c'est l'Église qui paye. Voilà. Alors dans mon comment ça s'appelle, alors peut-être revenir à la diapo juste. Pourquoi ça ne va pas là en fait dans le bouquin que je suis en train d'écrire sur André Kim, donc j'ai sa vie clandestine et son afterlife héroïque. Et donc c'est pour ça que dans l'afterlife héroïque, voilà, je montre comment sa vie a été mythifiée. D'ailleurs, après sa mort, il est devenu noble, alors que c'était juste quelqu'un du commun. Enfin, tout a été mythifié. La biographie qu'il a sur sur Wikipédia, c'est à la fois tout est vrai et tout est faux. À la fois, c'est le principe de la géographie. Oui, voilà. Voilà, donc il a voilà, donc c'est mais en même temps, pour moi, de son vivant, c'est d'abord son travail, c'est d'abord celui d'être un passeur. Il a fait que ça dans sa vie, quoi. Il s'est fait aider par d'autres personnes, mais son boulot qu'on lui a attribué, c'est de devenir prêtre, mais enfin d'être passeur, de permettre aux missionnaires d'entrer en Corée. Et il s'est fait choper en 1846 en train d'améliorer sa carte de la Corée en faisant des relevés des côtes. Et en face, il y avait des Chinois qui étaient en train de pêcher, donc ça a fait un petit peu tilt aux autorités. Voilà. Comment ils financent ? Alors, à cette époque, les MEP sont en odeur de sainteté au Vatican et en France, donc ils reçoivent beaucoup d'argent de France. Alors, bien sûr, ils pensent que c'est jamais assez, notamment pour la Corée, qui est une petite mission où il y a très peu de missionnaires. Néanmoins, la mission de Corée, en fait, utilise les sous de la mission de Mandchourie. Et quand ils sont en Corée, ils utilisent les sous des chrétiens coréens qui ne sont pas financés par les MEP. Mais je sais que Kim Tae-gon se baladait avec un certain pactole d'argent parce que, par exemple, le bateau qu'il a pris, en fait, c'est un bateau qu'il a acheté. Voilà. Avec les sous que les MEP lui avaient donnés. Donc il se balade souvent avec pas mal d'argent et c'est l'argent des MEP. Voilà. Mais les MEP le Macao et ensuite Hong Kong est devenu une plaque tournante financière des MEP jusqu'au XXe siècle. Au milieu XXe siècle, les MEP étaient l'une des plus grosses fortunes de la banque HSBC à Hong Kong. Qui a fait sa fortune sur l'opium du peuple. Voilà. C'est ta marchandise de contrebande. Voilà. Je te laisse conclure en même temps. Ouais, je t'avance sur Emmanuel parce que je vais l'emmerder un peu. Plaisir. Ça, c'est normal. En fait, vraiment, ce que tu montres avec l'implantation des MEP au moment finalement de la restauration en France et du Second Empire, c'est ce que Claude Prudhomme appelait la géostratégie et surtout le levier de pouvoir du pauvre, c'est-à-dire des Français par rapport aux Britanniques, et on utilise les missions effectivement pour essayer de s'opposer. Et ça, on a publié il y a 3 ans maintenant un livre avec Pierre-Emmanuel qui s'appelle L'Asie et la France, le moment Second Empire, et qui le montre très clairement. Voilà. Alors, Déjà 3 ans. Déjà 3 ans ? Non, c'est 2. 2 ans, ouais, à peine. Question, ton curé là, j'ai vu qu'il est interprète du commandant Lapierre. Oui, Est-ce que c'est lui qui l'envoie sur les hauts fonds faire naufrage ou pas ?
Oui, ils font un naufrage ensemble. Oui, il est. Mais c'est lui qui est le guide. Parce que oui. Le guide, Oui, c'est lui qui fait le guide. Alors il est là. C'est là. Voilà. Que l'expédition du commandant Cécile s'est arrêtée sur les hauts fonds, elle n'est pas allée voilà. dans la terre. Et en fait. Ils ont bombardé Tourane, Nanang, au Vietnam. Oui. 1847. Ils sont partis en Corée. Oui, 1847, oui, Fourcade, pas Fourcade, oui, il est dans l'expédition 1847 quand il fait la pierre se scratch, fait naufrage en Corée, il est là. Il est là, voilà. Non, il n'est pas bon. Non, mais il n'est pas bon. La deuxième question, c'est comment il réalise sa carte, ton André? Alors, C'est énorme, pour arriver à ce niveau de précision. Oui. C'est qu'il s'est beaucoup balèze. Alors non, en fait non. C'est un peu un géographe de cabinet, j'aurais envie de dire. J'ai mon article qui a été publié dans le numéro de la revue Histoire du XIXe siècle dirigé par Julie. Donc tu peux consulter. Où est-ce qu'elle est ma carte? Elle est là. Voilà. En fait, cette carte, il est resté 4 mois à Séoul, le début 1845. Et à cette époque, il est resté enfermé dans une maison parce qu'il avait peur de sortir. Il savait que son nom était connu des autorités. Et donc, d'ailleurs, son père s'est fait exécuter en 1839. Il n'a même pas dit à sa mère survivante qu'il était venu en Corée. Donc, il est vraiment resté. Il était en contact avec 2 ou 3 personnes à qui il demandait tout. Et donc, ces personnes lui ont ramené des cartes. Jusqu'au XVIIIe siècle, les cartes, c'est secret d'État. Mais au XIXe siècle, on commence à sortir les cartes. Et ce qu'elles circulent. Et donc, il a réussi à avoir accès à quelques cartes qu'il a compilées avec des cartes. Enfin, il a rajouté quelques éléments européens. Et donc, c'est une carte. Ça, c'est une carte qu'avait Cécile en 1846 et qui a été déposée à la BNF. Et l'Église de Corée, en 2019, ont fait une enquête. À Paris, ils ont trouvé une carte, un exemplaire qui appartenait à Jurien de la Gravière, et ils se sont mis en tête que c'était l'original. Et donc, ils sont venus à la BNF se prosterner devant la carte en pensant que c'était l'original. Bon, les conservateurs de la BNF m'en parlent encore aujourd'hui. C'est complètement fou, quoi. Voilà.